Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un nouvel épisode des podcasts de l'allumeur de réverbère. Je suis Georges Brites, c'est moi qui animerai cet épisode dans lequel nous avons décidé de jeter notre regard sur un pays africain, la Mauritanie, et sur un thème qui y est rarement associé dans les médias mainstream, à savoir celui des nouvelles technologies et de l'innovation. La Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest, occupé en grande partie par le désert saharien et la bande sahélienne, situé juste au nord du Sénégal, est en effet généralement identifié comme un pays de tradition et de culture nomade, avec ses vieilles villes caravanières et ses oasis qui attirent quelques centaines de touristes chaque année, un pays aux millions de poètes et une république islamique plutôt préservée par le terrorisme et les conflits régionaux. Or, depuis environ 2 décennies, on constate, notamment en milieu urbain mais pas seulement, une tendance qui rompt quelque peu avec cette image de société traditionnelle statique, à savoir une montée en puissance de l'usage des technologies de l'information et de la communication, les TIC, d'Internet, des téléphones connectés ou smartphones, et naturellement des réseaux sociaux. Ces nouveaux usages vont de pair avec l'arrivée sur le marché du travail de nombreux jeunes formés sur ces technologies à Nouakchott, la capitale, ou à l'étranger par exemple au Maroc, au Sénégal ou en France. Ingénieurs en télécommunications, développeurs, start-upers, etc. Des jeunes désireux de voir leur pays entrer de plein pied dans le monde numérique et inspirés par les initiatives qu'ils rencontrent à l'étranger. Fab Lab, Maker Lab, Hackerspace, Incubateur, etc. Les pouvoirs publics, comme souvent, ont pris du temps pour accompagner ces changements, voire s'en sont méfiés dans un contexte de régime militaire. Pour mieux comprendre les enjeux et les défis de ces évolutions, nous sommes allés à Nouakchott et nous avons donné le micro à 2 personnalités mauritaniennes. Moustapha Hadi Ould Yacoub, 34 ans, fondateur de Mori Android, membre du Google Developer Group Nouakchott et cofondateur de plusieurs initiatives dans les nouvelles technologies. Et Diarra Sylla, 40 ans, ingénieure télécom et présidente de l'association Innovrim, qui a notamment mis en place le premier Fab Lab mauritanien, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication numérique, lieu d'innovation ouvert et doté d'équipements et de machines-outils à disposition des membres et d'entrepreneurs. C'est justement dans le Fab Lab d'Innovrim, le Sahel Fab Lab, situé dans le quartier Cité-Plage dans la commune de Tevrak Zeina à Nouakchott, que nous les avons rencontrés tous les deux le 10 août 2021. Diarra commence par nous présenter comment son parcours et sa formation au Maroc l'ont amené, il y a presque 10 ans, à fonder le Fab Lab. Très bonne écoute. Après Rabat, ma formation, je suis allée au Sénégal. J'ai un encadrant qui m'avait conseillé d'aller au Sénégal pour avoir la compétence avant de rentrer en Mauritanie. Il ne faut pas que je rentre en Mauritanie pour aller chercher de l'emploi. Il faut rentrer en tant qu'entrepreneur, pas en tant que chercheur d'emploi. Donc j'ai suivi son conseil, je suis allée au Sénégal. Donc j'ai fait des stages en réseau informatique. Après, j'ai découvert un espace d'innovation qui vient de se lancer au Sénégal, qui est le Fab Lab. C'est un lieu que j'ai beaucoup apprécié parce que quand j'étais au Maroc, on avait des espaces comme ça à la fac qu'on appelle des laboratoires. J'ai toujours rêvé d'avoir ces genres de lieux. Donc les Fab Labs, j'ai beaucoup aimé le Fab Lab au Sénégal et puis c'était le premier. C'était lequel Kër Chosan. Le Fab Lab s'appelle Defa Kniep, donc qui veut dire en Wolof fait avec tout le monde. C'était pas forcément des informaticiens, il y avait des informaticiens, il y avait des artistes, il y avait des électroniciens. C'est un espace qui regroupe tout le monde, qui sont passionnés du savoir, du travail collaboratif, voilà. Donc c'est un espace où tu vois des entrepreneurs qui viennent travailler sur des projets, c'est un lieu de prototypage qui viennent tester leurs prototypes. Quel type de prototype? Qu'est-ce qu'on trouve dans le Fab Lab? On trouve beaucoup de matériel, de nouvelles technologies. On peut trouver des outils de base comme marteau, tu vois, comme des outils de bricolage. Et on trouve aussi des outils de nouvelles technologies comme l'imprimante 3D, CNC laser, voilà. Des machines-outils. Des machines à commande numérique, donc qui sont vraiment de la nouvelle technologie. Parce qu'avant, les jeunes, pour expérimenter, il fallait aller dans des usines ou bien des trucs, des milieux industriels et l'accès est tellement compliqué. Les Fab Labs sont inspirés de ça. Ils ont dit, au lieu d'aller dans ces industries, donc il faut créer un espace comme ça qui va avoir des machines accessibles
aux jeunes ou aux amateurs qu'ils puissent apprendre librement et expérimenter. Surtout à la fac, on fait beaucoup de théorie. Donc quand on fait la théorie, on pratique dans les Fab Labs. Voilà. Donc toi, c'est l'exemple de ce Fab Lab au Sénégal qui t'a donné envie Voilà. Parce que quand j'étais au Sénégal, l'objectif, il ne faut pas que je rentre en Mauritanie sans projet. Donc quand j'ai vu ce Fab Lab, j'ai dit, ça c'est une opportunité, il faut que je rentre en Mauritanie. Et j'ai croisé des étudiants mauritaniens, ils étaient là-bas en stage, ils me disaient que bon, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises informatiques. Donc du coup, ils sont là en attendant de trouver un emploi et voilà. C'est la raison pour laquelle je suis rentrée en Mauritanie. On pourra revenir un peu sur le concept de Fab Lab après, puis sur comment avance le Sahel Fab Lab. Là, je me tourne vers Adi. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce type d'espace ? Donc, je l'encourage tout d'abord d'avoir pris l'initiative d'installer ce type de projet ici en Mauritanie. Effectivement, la Mauritanie manque de ce genre, c'est-à-dire la formation. Et un espace dédié pour explorer, innover dans le but de faire un projet pour un jeune qui veut faire, disons, bouger les choses. Là, ici en Mauritanie, nous avons un manque dans ce sens-là, qui est la formation. Je pense que Fab Lab, comme l'a expliqué ma collègue, est destiné déjà pour la formation et pour attirer les jeunes de faire quelque chose, de faire de l'innovation, même si ce n'est pas dans le domaine de TIC, même si c'est dans le domaine de l'électromagnétique, de la mécanique. Pourquoi pas déjà construire une voiture électrique, ce genre de choses. J'ai également vu pendant la pandémie Covid que vous avez supporté des jeunes pour fabriquer, bien pour construire des masques de l'oxygène. Ça, c'est de la motivation pour les jeunes. Si on crée un espace dédié à ça. J'ai eu l'occasion d'être ressortissant d'une école en Tunisie. Son objectif, c'était de faire un produit pour être exploité par les entreprises, c'est-à-dire les ingénieurs d'aujourd'hui. Ils ont aussi que si on fait de l'académie, l'ingénieur va passer 2 ans, 3 ans à pouvoir intégrer dans une entreprise. Donc, ils ont fait un nouveau concept, c'est de voir les entreprises du marché et leur demander le cahier de charge d'un ingénieur prêt à être exploité. Ils disent que, bon, on veut cet ingénieur qu'il connaît tel, qu'il bâtisse tel. Donc, ils disent, oui, c'est bon, donnez-vous vos projets, on va les exécuter. On va les donner à nos futurs ingénieurs, ils vont le faire. Et si c'est possible d'avoir quelques ingénieurs de votre entreprise et de leur donner une formation. On les surnomme les technologues. Cette école s'appelle Esprit, donc elle est leader en Tunisie. J'ai eu l'occasion de faire partie de cette promotion, c'est-à-dire les ingénieurs qui sont prêts à être exploités ou bien prêts à être pour l'emploi, prêts pour être employés. Donc, la Mauritanie, ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement de faire quelque chose pour initier les jeunes au travail d'aujourd'hui et demain. Toi-même, tu as lancé plusieurs initiatives sur le domaine des nouvelles technologies. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment toi-même tu es rentré dans ces... Donc, retour en arrière, en 2012, j'ai participé à un challenge organisé par Samsung en Tunisie. Il y avait 400 développeurs. Donc, tu étudiais là-bas? Oui, effectivement. Bon, c'était la dernière année. J'ai reçu le 2e prix devant 400 développeurs. Et quand on m'a remis le prix, ils m'ont dit, est-ce que vraiment vous êtes de la Mauritanie? Bon, ils ne savaient pas que la Mauritanie, c'est juste un pays d'1 million de poètes. Voilà. Ils ne savaient pas que la Mauritanie... Parce que quand on parle de la Mauritanie, on dit 1 million de poètes. Oui, tout à fait. Ils ont que cette information, ou bien on dit Chingiti, ou bien on dit pays des Almoravides. Oui, c'est notre histoire et tout, mais effectivement, il y a des jeunes qui font bouger les choses. Vous avez quelques clichés en tête? Exactement. C'était juste du tourisme, disons, du poisson, ou bien le pays d'1 million de poètes. Ils m'ont répondu en disant, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes de la Mauritanie? C'est pas Mauritius. J'ai dit non, je suis vraiment de la Mauritanie. Et vraiment, cette réplique qu'ils ils ont dit, elle m'a fait quelque chose que quand je suis rentré ici en Mauritanie, j'ai voulu que la Mauritanie soit affichée sur la carte d'innovation de nouvelles technologies. J'ai repris la même idée ici en Mauritanie, c'est effectivement avec des jeunes, on a organisé la première compétition d'application mobile ici en Mauritanie. Effectivement, on a également mis en place un incubateur des technologies nouvelles
Le but également, c'était pas vraiment d'incuber les personnes que de faire la formation pour ces bâtisseurs du XXIe siècle, c'est-à-dire les développeurs, les entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies. Et là, tu parles de Hadina Arimtik. Tout à fait, je parle de Hadina Arimtik et je parle de Moriab Challenge, la première compétition d'application dans le domaine des TIC en Mauritanie. C'était en 2014, si je ne me trompe pas. Et également, j'ai initié ou bien j'ai mis en place des représentations de quelques programmes des grandes entreprises. Comme Google, j'ai confondé avec des amis également le chapitre de Google Developer Group ici en Mauritanie. Également, on a mis en place... Tu es membre de ce groupe? Je suis cofondateur de ce groupe. Je l'ai mis en place ici en Mauritanie. Là, ça consiste en quoi, en fait? C'est effectivement d'initier les citoyens et de former les jeunes amateurs sur les technologies Google. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes, des formations à distance qui sont non payantes, et beaucoup d'offres qui sont à la portée de tout le monde. On a représenté également le NASA Space Challenge. C'est un hackathon mondial. Le fait de le représenter ici en Mauritanie, également, ça a donné de la valeur à Mauritanie pour qu'elle soit visible sur la liste des pays qui veulent innover et qui veulent faire bouger les choses. Tout ceci a permis que la Mauritanie soit visible avec également les initiatives qui se font parallèlement, comme Mme Jara l'a fait. Ça permet de montrer que la Mauritanie, effectivement, c'est un pays producteur des technologies de l'information. Ici, si on parle de producteur, pour produire, entre parenthèses, une application, on a besoin juste d'une connexion à un ordinateur, soit portable, soit fixe, et une imagination. L'imagination, c'est l'être humain, c'est le jeune, c'est le citoyen mauritanien qui doit initier à ce genre de science. Aujourd'hui, l'informatique ou bien la technologie de l'information n'est plus une science, c'est une langue, c'est un outil de communication. Et si on ne parle pas cet outil, demain on sera des analphabètes. Là, tout à l'heure, tu as mentionné l'initiative de Hadina Arimtik et du Moriab Challenge. En 2014, lorsqu'il y a eu la première édition de cette compétition, ça se présentait assez précurseur à Nouakchott. Aujourd'hui, avec le recul, quelles leçons tu tires un peu de cette initiative et de tout ce travail-là? Si on parle de la première compétition, et également il y a eu d'autres compétitions, effectivement, moi je peux tirer des leçons comme c'est effectivement créer l'esprit entrepreneurial. Bon, la Mauritanie, ou bien le contexte du Sahel, si on parle des jeunes Mauritaniens, si on ne donne pas quelque chose mensuel pour un entrepreneur, il ne va pas aboutir à son projet. Si le jeune commence avec une idée, d'ici 1 mois, 2 mois ou 3 même, s'il ne trouve pas de l'argent pour nourrir sa famille ou bien pour dire qu'il a fait quelque chose, il abandonne. C'est un peu décourageant que des jeunes qui viennent de sortir de l'université ou bien qui ont délaissé l'école, qui ne veulent pas se concentrer, ils disent que non, il faut l'argent d'abord. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, il faut chercher la compétence d'abord et avant de chercher l'argent. On a beau te discriminer ou bien... Mais une fois que tu as quelque chose dans la tête, c'est l'expérience qui part partout. Même dans les pays sous-développés, on finira par dire ouais, celui-là, il est plus compétent que l'autre. Alors justement, tu parles de pays sous-développés. Bon, dans le podcast, on évite ce vocabulaire de développé, sous-développé, etc. Okay. Nous, personnellement, qui l'organisons. Mais si on parle un peu de cette séparation nord-sud que souvent les gens font, si je vous sors l'adage, l'innovation technologique, c'est d'abord réservé au nord. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que la Mauritanie, à ce stade aujourd'hui, est déjà un contre-exemple? Bon, la nouvelle technologie, comme tu le dis, par exemple dans les Fab Labs, c'est en pleine croissance partout dans le monde. Oui, mais tu vois, en Mauritanie, il y a un Fab Lab. Voilà, en Mauritanie, voilà. Parce que que les Fab Labs ne rapportent pas beaucoup d'argent. Si ça rapportait beaucoup d'argent, chaque coin, tu vas voir les Fab Labs pousser. Donc, le problème avec la Mauritanie, les gens sont trop pressés pour avoir l'argent. Sinon, donc on pourrait le tourner autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, en Mauritanie, les nouvelles technologies rapportent beaucoup d'argent? Puisque tu dis que c'est une question d'argent. Non, actuellement, la Mauritanie, on peut dire que les nouvelles technologies sont en pleine croissance, ça commence à se développer. Parce que du moment qu'actuellement on a notre ministère, l'État commence à s'intéresser vraiment aux nouvelles technologies. Donc du coup, les entreprises, même les entreprises privées qui sont là, ils ont du mal à trouver des marchés, n'est-ce pas?
Donc nous, dans les Fab Labs, si on ne travaille pas avec des organismes internationaux, c'est chaud. Donc même si on développe des produits, c'est difficile d'accès au marché. En Mauritanie, il y a effectivement des initiatives et une croissance envers l'utilisation de la technologie de l'information et de communication. Et également, on a vu pendant la pandémie Covid qu'il y avait des jeunes entrepreneurs qui ont commencé à déployer des applications de livraison. C'est-à-dire le concept lui-même a été effectivement instauré chez les Mauritaniens lui-même. J'utilise l'application pour, par exemple, faire des taxis ou bien demander la livraison à un restaurant bien précis. Et également, avec la pandémie Covid, on a tiré beaucoup de leçons. À l'époque, le centre d'appel, on ne le connaissait pas. Mais avec le Covid, il y avait une communication assez forte sur le centre d'appel Covid. Il y avait une communication qui a initié le Mauritanien à pouvoir appeler un numéro court et dire que je suis malade ou quelque chose comme ça. Et par la suite, on a effectivement instauré chez les Mauritaniens le centre d'appel qui est une technologie de l'information et de communication. Comme l'a expliqué également le ministère de Transition numérique, c'est une leçon du Covid. Aujourd'hui, avec la séparation, avec les gestes barrières, on voulait avoir tous nos papiers, tous nos besoins à distance. Le travail maintenant à distance est maintenant possible en Mauritanie. Mais je pense que l'État, ou bien la Mauritanie en général, devra faire un effort plus que ça. On a une fracture là au niveau du citoyen urbain et rural. Là, si je parle ici à Nouakchott, peut-être on n'en a pas beaucoup de problèmes. Mais la Mauritanie tout entière, c'est environ plus de 4 millions à peu près, mais elle n'est pas concentrée ici. La concentration, elle est dans tout à fait. Donc, je pense que l'État devra faire un travail efficace au niveau de l'infrastructure. Elle doit également, je dis ça haut et fort, qu'elle fait le nécessaire pour que les infrastructures soient installées dans toute la Mauritanie et qu'elle prend le bâton de fer pour les opérateurs de télécommunications pour qu'ils puissent installer leurs services partout en Mauritanie. Tout à l'heure, tu parlais donc de mettre la Mauritanie sur la carte en matière de nouvelles technologies, mais c'est vrai que sur un certain nombre de domaines, on a l'impression que depuis quelques années, la Mauritanie a accusé un retard par rapport à d'autres pays, même sur le continent africain. Et je pense par exemple à tout ce qui était paiement par téléphone. Là, on voit commencer à apparaître sur certaines boutiques les Bankili, etc. Et donc on voit que maintenant, il y a d'autres manières, il y a d'autres modes de paiement qui commencent à apparaître. Est-ce qu'il y a un retard là qui commence à être un peu rattrapé ou... Parce que ça, c'est des nouvelles technologies qu'on trouvait déjà au Ghana, au Sénégal. Oui, en Afrique de l'Ouest, il y a des études qui ont prouvé que c'est plus développé qu'en Afrique de l'Ouest qu'en Europe. Hein. Mais pas la Mauritanie. Mais pas la Mauritanie. Là, on est en train de... On a des pays en Afrique où les éleveurs et les producteurs de viande fixaient leurs coûts en ligne, quasiment. Et c'est vrai qu'en Mauritanie, là, on a l'impression que là, il y a une rupture un petit peu entre certains pays africains qui sont allés très vite. Sur les nouvelles technologies et d'autres donc comme la Mauritanie qui sont allés moins vite là-dessus. Nous, on est un peu en retard par rapport à nos voisins, mais moi, je pense qu'on avance plus rapidement. Si je te dis que l'Internet est beaucoup plus rapide en Mauritanie qu'au Burkina et au Togo, sur ce côté, nous, on est beaucoup plus rapide. L'Internet est vraiment développé ici. Il n'y a pas de problème au niveau des opérateurs, sauf à l'intérieur du pays. Comme il l'a dit, il faut que les opérateurs ils travaillent beaucoup plus, qu'ils puissent diversifier leurs services un peu partout de la Mauritanie. Et ils ont les moyens. C'est possible parce qu'il y a des régions reculées, il y a des villages, là, dès que tu es là-bas, tu appelles quelqu'un, c'est difficile de le joindre par téléphone à cause du réseau, à cause du réseau. Donc, les opérateurs, ils ont du travail à faire. Avec la 4G, on a vu la connexion s'est beaucoup améliorée en Mauritanie. Et ici, même en Nouakchott, la fibre n'est pas partout. Hein. Ce projet, il est là depuis avant 2000. Hein. 2020, avant 2014. Moi, je suis rentrée en 2015. J'ai trouvé que ce projet, il est là. Et le projet de WhatsApp, là, c'est le projet de la connectivité. La connectivité de toute la Mauritanie. C'est un projet qui date depuis longtemps. Mais je pense que maintenant, ils avancent. Donc, du moment qu'il y a certaines parties ici, il y a la fibre. Et ça va aller. Moi, je pense qu'on va aller plus rapidement. Même, on va rattraper les autres pays. Parce que nous, on n'a pas l'appui de l'État.
part. Par exemple, les autres jeunes qui sont allés plus rapidement dans les autres pays, c'est parce que leur État s'est beaucoup intéressé aux nouvelles technologies. Si tu vois, à côté Sénégal, ils ont un data center qui vient de lancer, ça ne fait même pas longtemps. Même la Mauritanie, ils envisagent de créer un data center. Ils vont même faire, moi j'ai assisté à une table ronde le mois passé. L'État va avoir une agence carrément pour les nouvelles technologies. Et ça existe au Sénégal depuis longtemps, depuis quand j'étais là-bas au Sénégal. Quand on aura cette agence, et là on va encore beaucoup plus développer. Nous avons également en Afrique l'expérience M-Pesa. C'était un opérateur Orange qui a mis en place ou bien qui a développé la solution. C'était l'envoi de l'argent via le téléphone normal. Ouais, Orange Money. Orange Money. Et on l'a surnommé M-Pesa, je pense, si je me trompe. On connaît même le développeur. Il a même proposé pour la Mauritanie. Et on avait eu même l'expérience en Mauritanie avec un opérateur ici, mais le problème qu'il a initié cette plateforme sans avoir affilié des services de paiement des facturiers. Là, la Mauritanie, toute la population, si on aura un service qui peut nous faciliter le paiement des facturiers, ça va être, comment on dirait, du paradis. Vous avez cité un exemple de moyen de paiement, si on ne va pas lui donner un peu de la publicité, mais il a fait quelque chose, c'est il a rapproché les services de paiement des facturiers pour l'utilisateur. Donc là, on utilise cette application pour plutôt payer le Wi-Fi, l'Internet ADSL, pour payer Somelec, pour payer SND, pour avoir des crédits téléphoniques. Il y a d'autres banques qui vont initier également leur plateforme, leurs moyens de paiement. Mais si je me permets de dire, les technologies de l'information et de communication, on l'utilisait pour le cash à travers les appels téléphoniques. Il y avait les moyens de transfert quotidien. Je ne veux pas les citer, c'est à peu près au nombre de 7 à 8. Si quelqu'un veut transmettre de l'argent, il se présente devant l'un des points de ce transfert, dit qu'il va transférer l'argent à un village tel ou tel. Il lui donne seulement le numéro du récepteur et par la suite, il s'en va. Le gars, il l'appelle, il lui dit il faut se présenter à votre agence, tu vas recevoir de l'argent. Et monsieur, il se présente. Comme on dit, le caissier lui demande quel est votre numéro. Il compose le numéro. Si ça sonne, c'est bien le monsieur en question, il lui donne de l'argent. Donc, en grosso modo, le cash, la circulation du cash en Mauritanie, c'est vraiment un problème fastidieux, surtout pour l'État. Là, récemment, j'ai vu une annonce par la Banque centrale qu'ils veulent recruter ou bien faire une manifestation pour un cabinet de faire un diagnostic sur ces moyens de paiement existants en Mauritanie. Donc, je pense que l'État avance dans le cadre de régulariser ces choses-là. Récemment, j'ai écrit un article sur le nouveau ministère de transition numérique que certainement il aura des actions à court terme qu'il doit envisager. Certainement, il y a beaucoup de développeurs ici en Mauritanie. Même il y a des développeurs qui ont développé des solutions pour des ministères ici en Mauritanie. Mais le problème, c'est effectivement l'interopérabilité de ces systèmes-là. Si chaque ministère commence à développer ses propres solutions et qu'on aura une agence du numérique comme la cité ou bien un ministère tout seul, qui doit avoir une centralisation au niveau du ministère de transition numérique de toutes les solutions déployées auprès du gouvernement pour la gestion de pérennité. Et que ça va être, c'est par obligation que vous utilisez cette solution. Et c'est pas la peine d'investir, de prendre de l'argent d'État pour investir à une autre solution qui fera le même travail. Ça existe, malheureusement ça existe. Tout à l'heure on a évoqué donc vous avez dit tous les deux qu'il y a pas mal de développeurs en Mauritanie. Lorsqu'on voit des solutions d'applications par exemple mobiles qui ont été proposées ces dernières années, et je pense par exemple à quelques solutions qui étaient proposées dans le cadre du Moria Challenge, moi le sentiment que j'ai eu c'est qu'il y avait un décalage entre l'ambition ou l'objectif de telle ou telle application et le manque d'infrastructures qui permettait que ces applications soient opérationnelles. Je donne un ou deux exemples. Il y avait une application, il me semble que c'était pour permettre aux médecins de suivre leurs patients diabétiques. Jabab. Jabab, oui, exactement. Et en fait, le problème, c'est qu'en face, il fallait déjà que les médecins soient eux-mêmes opérationnels et que eux-mêmes, ils aient un cadre de travail qui permette. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est celui d'une application qui s'appelait Taxi Secure, donc qui visait à prévenir les violences et les agressions notamment faites aux femmes dans les taxis. Et donc les femmes devaient pouvoir vérifier que les taxis sont bien enregistrés et que ce ne sont pas des faux taxis qui enlèvent et agressent les femmes. Et le problème, c'est que là, il fallait l'accord du ministère des Transports, je pense, pour pouvoir enregistrer les numéros de taxi. Et puis tous les taxis, en fait, il y a énormément de taxis qui sont informels ici.
Là, tout à l'heure, tu as évoqué, Adi, la question de la livraison à domicile, mais ici, en fait, dans une énorme partie de la ville, il n'y a pas d'adressage. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses dans la société en général. Si j'ajoute à ça les coupures d'électricité, les coupures d'eau, etc., en fait, est-ce que des fois, il n'y a pas un décalage entre l'ambition qu'on a sur les nouvelles technologies par rapport à ce qu'on a vu, on voit ailleurs aussi, et puis, en fait, les réalités ici qui sont que, en fait, avant même de parler de nouvelles technologies, même certaines infrastructures de base font défaut et voilà, ça t'inspire bien. Bon, le problème, c'est que, comme ce que tu as dit au niveau des taxis, la plupart des taxis sont dans l'informel, comme beaucoup de domaines, et puis l'accès aux données aussi, c'est très compliqué. Quand je suis arrivée ici, je voulais développer une application sur la pérennité des médicaments. Par exemple, j'avais une cousine qui était venue du village. Elle dit que des fois, dans les pharmacies, il y a des médicaments qui sont pas bons, qui sont périmés. J'avais envie de me lancer dessus, mais il fallait que je puisse savoir, comment on appelle ça. Il faut avoir l'information sur avoir l'information sur les médicaments qui sont là. Il fallait que j'ai accès aux données, mais c'était très compliqué. C'est pas facile du tout. Donc, si on nous laisse, qu'on soit un peu libre d'accès aux données, ça peut changer beaucoup de choses. Et aussi, si on exige aux taximans d'être dans le formel, de les enregistrer, ça aussi, ça va arranger beaucoup de choses. Même l'adressage. Tu sais que nous, on a travaillé dans l'adressage aussi. Mais c'était très compliqué. En plus, c'est politique. C'est politique, tu vois. Donc, tout ce qui est lié à l'État, c'est très compliqué de gérer ça. Moi, je pense qu'ils sont conscients de ça. Donc, cette agence, ce ministère a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'ils vont exiger certains trucs pour qu'on puisse avoir la donnée, pour qu'on puisse travailler. Il y a plein de solutions qu'on peut proposer, mais il faut qu'on nous fluidifie certains trucs, qu'on puisse travailler librement. C'est très important. Juste une petite parenthèse sur la question de l'Internet. Adi, tu as participé en 2019 à un événement à Berlin qui est lié à la gouvernance d'Internet. Ici, de manière assez générale, il y a quelques limitations sur l'Internet, et je pense notamment à des points très très spécifiques, comme par exemple le fait que, par exemple sur YouTube, les personnes ici ne sont pas rémunérées comme dans d'autres pays. Moi, je tombe régulièrement sur des sites ou des vidéos qui ne sont pas accessibles dans le pays. C'est quoi les enjeux sur Internet aujourd'hui en Mauritanie? Est-ce que c'est juste la connectivité? Quand on parle de gouvernance d'Internet, on parle de quoi en fait? Et c'est quoi les enjeux de cette gouvernance ici en Mauritanie? Donc, quand on parle de gouvernance d'Internet, c'est lié effectivement aux lois, l'accès à l'Internet aux citoyens, et effectivement également d'instaurer l'usage, de ces technologies qui apparaissent chaque jour. Quand on dit par exemple l'intelligence artificielle ou Big Data, la Mauritanie adhère à ce genre de projet. Quand on parle d'open data, comme l'a mentionné Diarra, il n'arrive plus à avoir l'information, disons, de l'adressage ou tel ministère. On doit également mettre en place un projet d'open data. Et quand on parle de protection des données, également, on doit mettre des lois de régularisation pour la protection des données ici en Mauritanie. Là, aujourd'hui... Ces lois-là, aujourd'hui, elles sont... S'il y a un draft de ces lois, il n'a pas été encore publié. Par contre, il y a des lois sur la cybercriminalité. Ça, c'est bien. Ça, c'est extrêmement très important puisque aujourd'hui, nous passons à un point très essentiel, c'est effectivement de rapprocher les clients, etc. et tout. Si l'infrastructure ou bien si la solution proposée n'est pas testée en termes de sécurité, ça va être un problème pour l'utilisateur. En grosso modo pour le citoyen, d'être que ces informations soient publiées sur le net. En tout cas, concernant la cybercriminalité, je pense qu'il y a déjà, ou bien je confirme qu'il y a déjà une loi sur la cybercriminalité. Par contre, la protection des données ou bien l'usage lui-même de ces applications qui sont existantes, on parle de moyens de paiement, le wallet, etc. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une loi bien précise sur les moyens de paiement. Et là, on est, je pense, d'ici un mois ou deux, on aura 4 moyens de paiement des wallets. Donc, l'État... Ça devient urgent d'avoir... effectivement. Oui, ça devient urgent. Mais comme je vous ai mentionné, tous ces acteurs et tous ces événements
nous oblige à faire quelque chose, un cadre, pour que cette transition soit saine et sauf. C'est-à-dire mettre en place un cadre juridique, mettre en place les infrastructures. Une vision un peu complète. Oui, tout à fait, à court terme et à long terme. Il ne faut pas qu'on dise, par exemple, une vision 2050 qu'on aura tous les accès. Non, il faut viser d'ici 2 années, 1 année, pour être concret, diagnostiquer l'existant ici en Mauritanie, quelles sont les solutions qui sont déjà, comme on dit, anciennes ou bien qui ne sont plus utilisées, quelles sont les solutions existantes qui peuvent être utilisées, etc. Et il y a toutes des actions à faire, le cadre juridique, comme j'ai bien expliqué, pour que la Mauritanie fasse cette transition. La Mauritanie a un potentiel qui est assez fort. C'est effectivement la population, elle est jeune. On peut initier toute la population à l'utilisation des technologies de l'information et de communication. Vous avez mentionné l'exemple des youtubeurs ici qui ne sont pas payés. Vous savez, la plateforme YouTube, elle paye ses utilisateurs qu'au nombre de vues. 4 millions, ce n'est rien du tout. Si toute la Mauritanie, par exemple, écoute notre podcast, ce n'est rien du tout par rapport au nombre qui sont sur YouTube. Là, on parle d'1 milliard. Si on poste une vidéo, ça va être vu 100 millions de fois. Vous voyez les clips du rappeur Advisor, par exemple, ils sont vus au Sénégal aussi, ils sont vus dans d'autres pays. Non, là, je pense que... Mais par exemple, il y a une façon de le faire. Par exemple, au niveau de la Mauritanie, si tu crées un compte YouTube, tu peux pas monétariser quelque chose. Oui, c'est ça. Mais il faut avoir le compte, il faut le créer au Sénégal. Ouais, donc peut-être il a un compte qu'il avait créé au niveau du Sénégal. Du coup, on est obligé de contourner un peu le système. Non, en grosso modo, je pense que l'Afrique du Nord ou bien la région sahélienne doit signer pour être plus visible sur la carte technologique. Si par exemple on crée une vidéo sur YouTube, elle doit être destinée pour la région sahélienne. Sahélienne, voilà. C'est-à-dire, c'est pas pour la Mauritanie seulement, pour le Mali, pour le Sénégal, pour le reste du pays du Sahel. Sinon, si on se reste clôturé sur nous-mêmes, ça ne fera pas l'affaire. Et même si on, par exemple, crée une application, ça doit être également redirigé vers les pays du Sahel. On a heureusement ce Sahel et on doit l'utiliser. On partage les mêmes coutumes. Voilà. On est d'une même famille, donc c'est à nous d'envisager et de créer et d'innover des solutions destinées pour ces pays-là. En Afrique, on a les mêmes problématiques. Il faut qu'on travaille sur des projets collectifs. Donc, pour qu'il y ait plus d'impact. Regarde, nous, notre réseau maintenant, et c'est appuyé par les autres Fab Labs. Donc là, on travaille sur un projet qui s'appelle Maker Sud Nord. Ça veut dire que dans le cadre du pandémie, il y a les makers du Nord qui sont réunis pour appuyer les makers du Sud. Donc en les appuyant pour trouver des fonds pour qu'ils puissent innover beaucoup plus pour aider les hôpitaux ici. En Afrique, on peut créer des réseaux pour développer des solutions pour que la technologie se développe au niveau de l'Afrique. Oui, donc, il ne faut pas avoir un regard purement national, il faut avoir... voilà, deux à la fois, national et sahélien. Et sahélien. C'est très important d'être mauritanien parce qu'on est entre les deux côtes. On est dans le Maghreb, en même temps l'Afrique de l'Ouest. On a également le troisième, c'est le Méditerranée. Voilà, le Méditerranée, c'est le truc de Salem, par exemple, le projet Salem que je dis. Donc la Mauritanie a la chance effectivement d'être un peu, disons, le central de ces comment dirais-je, de ces voies, le Méditerranée, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ça. Ici, tout le monde a un smartphone. Même dans les villages, les gens, ils ont des smartphones. Tout le monde a pas. Mais le problème, c'est pas ça d'avoir le smartphone. Il faut savoir l'utiliser. Moi, j'ai fait un petit sondage. Même les bourgeois, ils ont des téléphones, mais ils ne savent pas utiliser les adresses e-mail. Un petit sondage, nous on avait fait une formation à l'Institut français avec des outils collaboratifs avec des employés de la Société Générale. Il y a beaucoup qui ne savent pas que le compte qu'ils utilisent avec leur téléphone, c'est leur adresse e-mail. Leur identité. Et c'est des choses basiques qu'il faut apprendre à maîtriser. La population doit être sensibilisée à utiliser ces petits outils. Tu vois un jeune qui cherche de l'emploi, qui sort de l'université mais qui n'a pas d'adresse email, comment ce jeune peut postuler? C'est des choses basiques que j'insiste que l'État ou bien les structures, que les acteurs de nouvelles technologies, qu'il faut qu'ils sensibilisent ces gens à utiliser ces outils.
À partir de ton téléphone, tu peux écrire ton mail, tu peux être occupé. Par exemple, tu es dans une réunion. On te dit d'envoyer ton CV et c'est rapide. Tu viens d'avoir une offre d'emploi et là, on te dit envoie ton CV à telle adresse vite fait. Mais à partir de ton téléphone, vite fait, tu peux le faire. Et puis même la connectivité, elle est beaucoup plus rapide dans les téléphones, des fois que les ordinateurs, c'est beaucoup plus rapide. Effectivement, la formation, elle est quasi indispensable pour les citoyens mauritaniens. C'est pour cela qu'on a initié le programme Google Developer Group ici à Nouakchott. Non seulement pour la formation sur l'utilisation du développement des applications, mais plutôt sur l'utilisation de ces technologies qui sont devenues indispensables pour un smartphone. Le Gmail, le Google Sheet, le Google Drive, beaucoup de technologies instaurées par Google et qui sont devenues quasi indispensables. Mais si on parle des citoyens mauritaniens, on parle de l'innocence sur les technologies de l'information et de communication. Là, l'important pour un smartphone, pour un citoyen, c'est qu'il installe un WhatsApp et qu'il soit en communication avec ses parents, sa famille, son fils en France. De ce point de vue-là, pour beaucoup de gens de la diaspora, ou de gens ici qui ont de la famille dans la diaspora, c'est une chance incroyable. Tout à fait, c'est une chance incroyable. Ils ont acheté le smartphone que pour cet objectif. Mais derrière, il y a l'innocence. Si, par exemple, si on parle de cybercriminalité, on envoie toujours des liens qui sont des liens, comme on dit, spam ou bien des virus. Automatiquement, on va pirater votre téléphone ou bien explorer vos photos, etc. On ne parle pas des citoyens qui sont dans le milieu rural, on parle également du milieu urbain. Comme l'a expliqué Mme Jarrah, nous avons des jeunes qui ne connaissent même pas le danger de ce smartphone. Si par exemple vous passez à la commissariat qui est spécialiste dans ce domaine, vous allez apercevoir que vous avez beaucoup de cas, des jeunes, garçons, filles, qui ont été victimes de ce genre de pirates. On lui envoie un lien, on récupère ses photos, on lui menace. C'est tout un monde. Ou bien il y a beaucoup de fausses informations qui peuvent être passées. Là par exemple, excusez-moi de vous couper la parole, la police nationale a mis en place une loi, une punition contre les gens qui utilisent un numéro sans être authentifié. C'est sorti, ça fait pas, je pense, un mois ou deux. À l'époque, les opérateurs donnaient l'occasion pour les citoyens d'identifier à distance. Ils ont su que, disons, les bandits ou bien les voleurs utilisaient n'importe quel numéro, ils l'identifiaient avec n'importe quel ennemi, ils utilisaient ce numéro pour communication. Donc, quand on chope le propriétaire du numéro, ce n'est pas le voleur. Ce n'est pas... Donc, ils ont mis en place et instauré une loi obligeant les opérateurs que si on achète un numéro, qu'il doit se présenter à une agence et s'identifier. On identifie sa carte d'identité, ses ennemis, etc. À l'époque, on achetait des cartes puces dans la rue. Et on appelait avec. Mais maintenant, si vous achetez, ils vont te dire non, c'est pas identifié, il faut se présenter à l'agent. On doit sortir des lois, un cadre juridique montrant que le smartphone, c'est quelque chose qui est à deux tranchants, utilisé pour le bien ou bien utilisé pour le mal. Et qu'il y a des limites également. Et qu'on doit également éduquer les enfants. Ouais. Là, si on parle d'enfants, là, je vais rebondir un peu sur la région sahélienne et sur le problème du terrorisme, si vous me permettez. La plupart des recrutements des adolescents et des enfants, c'est via les applications de jeux. À travers les réseaux sociaux, à travers les jeux de gaming. Ils se présentent comme quelqu'un associé qui va t'aider à jouer, etc. Et par la suite, il y a l'option chat sur ces plateformes-là. Et ils peuvent passer n'importe quel message. Et tu y es, c'est bien, moi je veux te... Il y a en Syrie, il y a tel, il y a... Je dis n'importe quoi. Ouais. Mais bon, c'est le cas réel, le recrutement des adolescents et des enfants, c'est via ces plateformes. Donc, l'éducation des enfants, effectivement, c'était primordial. Dans le sens, effectivement, de lui montrer la bonne utilisation du smartphone. Effectivement, qu'il y a des dégâts, il y a du danger, il y a tout. L'Afrique a du potentiel, pour innover, pour créer. Ils ont déjà le terrain. Quand on parle des moyens de paiement d'e-wallet, c'est l'Afrique. Quand on parle de l'énergie solaire, c'est l'Afrique. Quand on parle même de l'utilisation du drone, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est un chantier de test d'innovation. C'est un chantier pour mettre en place et en vigueur toutes les solutions imaginables.
Je pense que tous les pays africains doivent s'unir, mettre en place une stratégie d'innovation des technologies de l'information et de communication, qu'elle soit la source de plusieurs besoins des pays du Nord, même des États-Unis. Pourquoi pas ne pas exporter, disons, les panneaux solaires depuis l'Afrique? Pourquoi ne pas exporter, disons, le matériel nécessaire pour fabriquer un drone de l'Afrique? Ce sera plus avantageux pour les entreprises et également pour l'Afrique. Là, vous voyez des grandes firmes des GAFA qui s'intéressent à l'Afrique, notamment Facebook. Ils vont mettre en place un câble gratuit d'accès d'Internet. C'est un projet qui vont faire un accès pour toute la population africaine sur l'Internet. Également, je souligne qu'il y a une opportunité pour les développeurs africains, entre parenthèses, à cause de la pandémie Covid. Par exemple, les pays européens, ils ont su que le travail à distance peut être exécuté. Et parfois, ils font recours à des compétences qui se trouvent en Asie, en Inde, en Chine, au Pakistan. Donc, il y a toujours le décalage horaire. Ils ont dit pourquoi pas ne pas solliciter les compétences africaines. Donc, ils ont commencé avec la Tunisie, le Maroc. Récemment, à la Mauritanie, il y a une entreprise qui fait, ou bien quelques entreprises qui font ça. Au Sénégal, il existe. Les compétences africaines, déjà, font bâtir des solutions utilisées en Europe. Il y a quelques années, tu m'avais mentionné, Ali, ton espoir qu'à terme, on voit vraiment émerger Sahara Valley. Effectivement, je garde toujours l'espoir du Sahara Valley, avec également l'engagement ces jours-ci de l'État de mettre en place toute une structure dédiée à la transition numérique. C'est un pas très, très encourageant pour nous, la communauté de TIC ici en Mauritanie, puisque à l'époque, ce genre de ministère était toujours affilié à la jeunesse ou à l'emploi. C'était pas, disons, un ministère dédié totalement à la transition, ou bien au numérique. Donc ça, c'est un point très important et très encourageant pour la communauté de TIC pour mettre en place le Sahara Valley. Le Sahara Valley, effectivement, c'est destiné pour la Mauritanie et pour les pays du Sahel. On devrait avoir des infrastructures, on devrait avoir des bâtisseurs de ce Sahara qui sont les développeurs, les scientifiques, les chercheurs, les mathématiciens. Tous ces acteurs feront l'existence du Sahara Valley. Inch'Allah. Nous quittons Hadi et Diarra, que nous remercions pour leurs éclaircissements et leurs regards. En matière de technologie de l'information et de la communication, il est important de noter que bon nombre de jeunes se sont appropriés depuis plusieurs années les outils existants, parfois même pour défier le système social ou politique en place. Dans un contexte de régime militaire, on a par exemple vu apparaître un certain nombre de blogueuses et de blogueurs particulièrement actifs dans la foulée des mouvements révolutionnaires du printemps arabe à partir de 2011 et qui échangent avec les blogueurs et influenceurs d'autres pays du monde arabe. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons interviewé en visio le 9 octobre dernier Mohamed Abdou, 39 ans, ancien blogueur et membre du mouvement du 25 février, un mouvement de jeunes pro-démocratie qui avait justement émergé au moment du printemps arabe. Il commence par nous expliquer comment a démarré son engagement activiste sur les réseaux sociaux et en profite pour nous faire un petit historique du blogging en Mauritanie, avec des blogueurs qui ont été précurseurs tels que X-Ould-Y. Bonne écoute. Par rapport à mon histoire de blogging, j'ai commencé les blogging depuis 2006, je crois, ou 2005. C'est pas ma première fois que je rencontre des expériences de blogging en Mauritanie parce que je connais l'expérience de X ou Y. C'est peut-être la première expérience qui est un peu célèbre et qui fait une grande influence sur le régime de Maawiya ou Sidi Ahmed al-Taïb. Et il commence de blogging X ou Y depuis, je crois, 2003. Il commençait d'écrire quelques textes, quelques posts sur la corruption dans le régime de Maawiya ou Sidi Ahmed al-Taïb. Au moment Maawiya maîtrisait tous les médias avec une loi célèbre qui s'appelle la loi 13, qui donne l'autorité juridique de fermer tous les journalistes avec une petite procédure. S'il y a une contradiction ou s'il y a des textes indésirables pour le régime à ce moment. Et pour cela, X ou Y, il échappait cette loi par commencer de blogging. C'est le début de l'histoire.
C'était 2004 ou 2003. Et je commençais le blogging après ça de 3 ans, comme ça, 2006-2007. Tu vois, ce moment, le régime de Ould Taya, il était cheaté par un coup d'État qui organisé par Ali Mohamed Val et des autres généraux. Et je commençais au ce moment. Au ce moment, on était dans un environnement politique qui est un peu optimiste parce que les tyrans Ould Taya est cheaté pas plus d'une année ou 2 ans. Et il y a beaucoup de mouvements politiques dans la Mauritanie pour une transition vers la démocratie. J'ai commencé le blogging sur les thèmes, surtout les thèmes politiques, sur la démocratie, sur la milite contre la régime militaire. Et après ça, 2008, vraiment, il y a une transformation qualitative le mouvement de blogging en Mauritanie et en Nord-Afrique en général. Parce qu'en 2008, il y a beaucoup d'événements comme les manifestations du 6 avril en Égypte, qui presque organisées par des blogueurs. Ça veut dire médiatiquement, c'est pas organisé sur le terrain, mais médiatiquement organisé par des blogueurs égyptiens. Et j'ai influencé par ce mouvement, et même si j'ai participé dans cet aussi mouvement. Après ça, de 3 ans, le printemps arabe a commencé, et c'est aussi organisé médiatiquement par les blogueurs, par les gens qui prennent les nouvelles outils technologiques comme un alternatif des médias classiques. Parce que les médias classiques, c'est très lourd et aussi c'est très gouverné par les outils du gouvernement. Et le blogging joue un rôle très important sur l'organisation médiatique de ces événements, ces grands événements. Moi, je continue de blogging et d'utiliser les outils avec mes amis, mes camarades, mes collègues. Utilisons les outils de nouvelles technologies pour construire et organiser un mouvement qui s'appelle le mouvement du 25 février, qui est aussi un mouvement de manifestation, un mouvement jeunesse pour la démocratie en Mauritanie, et qui joue un rôle, je crois, très important de distribuer la culture des manifestations pacifiques dans tous les secteurs presque. Il donne l'exemple de comment organiser un mouvement social pour certaines demandes. Par exemple, le mouvement avec les manifestations au Maktala, déjà pour une demande de l'eau, comme par exemple l'organisation d'un mouvement aux les quartiers des pauvres qui s'appelle Kandahar, qu'il était vraiment en front. Les gens ils sont trouvés leur-même en face de perdre ces maisons, perdre ces terrains. C'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples qui sont vraiment influencés par notre expérience. Donc là, tu as fait un peu un historique en même temps du début du blogging en Mauritanie. Ça a été quoi la stratégie des pouvoirs publics contre le blogging et les nouvelles technologies ? Est-ce que les pouvoirs publics ont eu une réaction particulière contre ça ? Ça a été quoi la stratégie de l'État ? Oui, la stratégie de l'État, vraiment, au début, reflète une ignorance complète de ce phénomène. Bon, il y a aussi un autre facteur qui aide de cette ignorance. En tout cas, le début, si on allait vers le début des phénomènes avec X ou Y, l'État est vraiment avec une incapacité de découvrir ce phénomène. Avec X ou Y, ils ont essayé de trouver ces blogueurs, mais il n'était pas un seul blogueur, il était plusieurs blogueurs qui sont écrivés dans les mêmes blogs. Après ça, le mouvement de blogging, il n'était pas une confrontation très directe avec l'État. Mais avec le printemps arabe, l'État fait, l'autorité publique fait une nuance de stratégie, de tactique, de ne pas être violence avec les blogueurs, si ça est possible, et aussi en même temps, de certains moments, d'être violence avec les blogueurs. Ils ont croyé que beaucoup de violence, ou s'il n'y a pas de tactique sauf la violence, ça peut éclater le mouvement vers un mouvement public comme ce qu'il existe au Égypte et au Tunis, par exemple. Après certaines années, l'État concentré sur les violences contre tous les blogueurs, avec aussi des essais d'acheter des autres blogueurs. Bon, avec le temps, je crois que déjà les blogueurs sont pas les gens qui font l'onde publique,
les mouvements, les renaissances des masses, mais ils sont assistés et jouent des rôles très importants dans cette renaissance des mouvements des masses. Après certaines années, les mouvements des masses c'est un peu cheaté. Et avec ça aussi, les mouvements des blogueurs c'est cheaté. Une fois influencé par la chute de mouvements des masses, et une fois aussi influencé par l'oppression de l'État. Maintenant, on a une autre façon de blogging, d'utilisation des outils technologiques comme l'utilisation de Facebook dans les lives, etc., l'utilisation de certains outils comme TikTok, etc. Ils sont utilisés par beaucoup de gens qui ne sont pas des blogueurs ou qui ne sont pas reflètent une opinion sociale ou politique. Mais ils sont reflétés d'être des modèles, etc., les trucs de TikTok, quoi. Mais aussi, il y a en parallèle des gens qui organisaient des séances de live, qui avoir beaucoup d'intenses des publics. La plupart de ces gens sont hors des pays et pour cela, il n'y a pas beaucoup des habilités d'oppression à part de l'État. Mais en tout cas, ce qu'il existe maintenant, c'est un peu différent de ce qu'il commençait avec le mouvement de blogging. Ces dernières années, on a vu que les réactions contre les activistes sur les réseaux sociaux, ça vient beaucoup du côté des islamistes, ou alors c'est des condamnations de l'État, mais sur des affaires de mœurs religieuses. Donc il y avait l'affaire du blogueur Oulm Khaytir en 2014, mais aussi plus récemment, il y avait l'affaire des vidéastes de la plateforme Facebook El Metrouche, quelques jeunes à Nouadhibou, parmi lesquels Aïchetou Isselmou Mbarek, qui avaient été mis en garde à vue. En gros, parce qu'ils avaient parlé de sexualité, de laïcité ou de système de caste. Est-ce que toi tu vois comment les autres mouvements, comme les mouvements islamistes, utilisent eux les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, et est-ce que finalement les grandes difficultés pour les activistes sur les réseaux sociaux, c'est pas plus du côté des islamistes que du côté de l'État? Oui, je dis qu'il y a beaucoup des essais de prendre une activité sur les réseaux sociaux. C'est toujours limité parce qu'il y a beaucoup des lois, il y a beaucoup même s'il y a toujours rencontré des obstacles parce que dans la Mauritanie, depuis certaines années, il y a ce développement des discours islamistes conservatif qui vraiment jugeait tous les gens. Et aussi, le réflexe maintenant de l'État sur les réseaux sociaux est plus sensible maintenant parce que je crois que tous les gens de l'État regardent les Facebook, influencés par les Facebook, influencés par les discussions sur les Facebook. Et pour cela, chaque expérience fait un peu d'écho. L'État va faire un truc avec cet essai. Par rapport à l'utilisation de nouvelles technologies, c'est partagé dans toutes les nuances politiques, dans toutes les idéologies. Il y a les blogueurs, il y a les activistes de gauche dans les réseaux sociaux mauritaniens. Mais il n'y a pas cette force d'organisation qui est à l'époque. Dans les années 2011, 2012, 2013, on était très organisés. Maintenant, il n'y a pas une organisation de ces individus. Par contre, les islamistes, ils sont à une organisation qui est très forte et qui est organisée. Il n'y a pas des individus dans des organisations islamistes. Bon, c'est très limité. L'individualité dans des organisations islamistes, c'est très limité. Pour cela, les campagnes qui fait par les islamistes avoir beaucoup d'échos parce que ils sont tous participés par manière systématique dans ces campagnes. Comment tu vois l'avenir du militantisme sur les réseaux sociaux et sur les blogs en Mauritanie? Est-ce que la vidéo, par exemple, va prendre plus de place d'après toi? Est-ce que c'est déjà le cas? Comment tout ça va évoluer à ton avis? Oui, maintenant, vraiment, c'est l'âge, tous les goûts se concentrer sur les matières audiovisuelles. Les gens, plus en plus, commencent à délaisser presque tous les supports, sauf les vidéos, parce qu'ils concluent beaucoup des informations sans qu'ils utilisent beaucoup d'efforts. C'est pas comme de lire un article. Et maintenant, il y a des phénomènes, comme je dis à l'époque, des vidéos live. Il y a beaucoup de militants qui utilisaient les vidéos live pour transmettre ces messages. La plupart de ces militants sont ailleurs, sont pas ici en Mauritanie, mais il y a certains qui sont ici. Et leurs vidéos aussi partagées par manière, avoir beaucoup de partage entre les jeunes, avec aussi un autre phénomène qui est très cool.
c'est le phénomène des memers qui sont faits des petites vidéos qui toujours reflètent un petit message, mais aussi avec un petit de comédie dedans. C'est aussi un phénomène qui depuis 3 ans, 4 ans comme ça, commencé en Mauritanie, commencé de transmettre les messages, soit politiques, soit sociaux, soit en termes de petites vidéos avec un peu une touche de comédie. La technologie bouge très vite et il nous donne toujours des outils, de nouvelles possibilités, plus vite que ce que je peux imaginer. Nous arrivons au terme de notre épisode. On remercie Adi, Diarra et Mohamed Abdou et on leur souhaite du courage dans la suite de leur projet. J'espère que cet épisode vous a intéressé et surtout qu'il a contribué à casser quelques idées reçues sur ce pays, la Mauritanie, généralement plus connue pour ses traditionnels 3 verres de thé, ses eaux poissonneuses et son désert magnifique. N'hésitez pas donc à le partager. On remercie au passage Alia Abbas, journaliste indépendante qui nous a aidé à l'enregistrement de la première interview, ainsi qu'Inigo Montoya, le groupe qui compose les musiques du générique de nos épisodes. Vous pouvez suivre l'allumeur de réverbère sur le blog, ainsi que sur Facebook, Twitter et YouTube. A bientôt et gardons nos lanternes allumées. Stop being so fucking weak! Can't burn me. Can't burn me.